Quand on commence à s'intéresser au DevOps, on se pose souvent la question de savoir comment est-ce que font les autres? Est-ce que je fais les choses de la bonne manière? Est-ce qu'il y a des idées que je pourrais prendre chez les autres entreprises? Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, puisque je vais vous parler de 2 rapports, dont un qui est publié chaque année par le DORA, et c'est pas Dora l'exploratrice, non, vous verrez, on en parle juste après. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle Trouvaille du Vendredi. Et pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, la Trouvaille du Vendredi, c'est une émission que je fais sur LinkedIn tous les vendredis après-midi, ou presque, c'est une émission de veille que je publie en priorité sur LinkedIn, et qui se retrouve la semaine d'après sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez suivre mon profil, ou alors suivre le hashtag La Trouvaille du Vendredi, que vous trouvez dans le post. Et si vous êtes sur YouTube, il suffit juste de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié des vidéos que je sors régulièrement ou de manière anecdotique ou impromptue. Bon, on va tout de suite parler de ces 2 rapports. Le premier rapport dont je vais vous parler, c'est un livre blanc en fait de Humanitech. Et en fait, la particularité de ce rapport, c'est que ils se sont penchés plus particulièrement sur le setup DevOps, ce qu'ils appellent le setup DevOps, donc les outils et les manières dont les entreprises ont implémenté le DevOps. Et en fait, dans leur étude, il y a plus de 1856 entreprises et organisations qui ont répondu justement sur leur mise en place. Et donc, ils couvrent dans ce livre blanc 3 aspects. L'infrastructure et les technologies mises en place, les statistiques qui sont mises en place par les entreprises, notamment les fréquences de déploiement, la mise sur le marché, le temps mis pour retrouver une infrastructure qui fonctionne après un désastre, etc. Ou la culture et la forme de l'équipe. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, et il nous conseille de lire ce rapport si on veut optimiser notre workflow de développement et si on s'intéresse aux indicateurs DevOps pour notre équipe. Ou aussi si on veut s'approcher des top performances. Ça c'est les Américains, ils sont un peu comme ça, ils veulent le top du top. Nous c'est pas ça qui nous intéresse, nous ce qu'on veut c'est le bien pour notre business. C'est un rapport évidemment que vous aurez sur inscription, moi je me suis inscrit pour l'obtenir, et je vais aller le lire plus en profondeur. Je l'ai rapidement parcouru, et il y a pas mal de choses intéressantes. Ils ont 4 types d'entreprises, les top, les high, les middle et les low, et en fait ils les ont classés en fonction d'un score. Donc les low performers, ça représente quand même 40% des réponses, les middle 30% des réponses, les high 20% et les top 10%. L'un des trucs que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la stack et l'architecture des applications. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, il y a déjà des gens qui savent pas comment sont architecturées leurs applications, mais il y a quand même 34% des réponses qui sont des monolithes, et 58% qui sont en fait qui sont couplés en fait. Il y a du microservice, du monolithe, etc. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est la répartition qu'on a entre les faibles performeurs et les top performers. On voit clairement que les top performers ont des infrastructures couplées et très peu de monolithes. Par contre, les équipes moins performantes ont plus de monolithes et moins de couplés. Donc, a priori, plus on a de monolithes, moins on est performant. C'est pas un lien de causalité, mais c'est un état, c'est que les équipes les plus performantes ont moins de monolithes, ou ont des monolithes couplés à d'autres choses. Plutôt comme ça que je le vois. C'est-à-dire que les monolithes sont encadrés de pas mal d'autres choses. L'autre point important que je voulais vous montrer, c'est que dans ce rapport, on voit finalement la grande partie bleue, là, c'est le public cloud. Ensuite, on a du multi-cloud, donc finalement, il n'y a que 17% des entreprises là, qui ont répondu qui sont en multi-cloud, d'autres qui sont sur du on-prem, et 8% qui veulent passer sur du public cloud. Le public cloud aide vraiment finalement à passer au DevOps. Ça, on le savait, mais c'est bien de le rappeler, c'est le public cloud ou le multi-cloud, c'est quand même une des bases pour pouvoir automatiser les choses. Le on-prem, c'est automatisable, mais beaucoup moins facilement.
plus on va dans le rapport et plus on a ce genre d'informations, mais ce qu'on constate, c'est que les top performers ont containerisé la plupart de leurs services, et plus on va vers de faibles taux de containerisation, plus on voit que les top performers sont absents, mais plus on voit que les low performers sont là. En fait, les low performers, ils ont pas prévu de migrer dans les conteneurs, ou alors ils sont en train de migrer. On a quand même une petite partie qui ont beaucoup de microservices, mais plus, là, cette courbe-là, elle est flagrante pour moi, c'est que le microservice et la conteneurisation aident vraiment les équipes à être performantes quand elles parlent de livraison et quand elles vont dans le mouvement DevOps. Et alors là, on voit clairement que Kubernetes est surreprésenté dans les équipes. Il y a autre chose, alors ce qui est intéressant, c'est que là, on voit en fait que 18% des réponses sont soit des orchestrateurs de conteneurs comme Mesosphere, soit autre chose, du cloud classique. Mais par contre, 62% des réponses utilisent Kubernetes, ce qui est cohérent avec le fait qu'il y ait beaucoup de containerisation. Évidemment, quel est l'outil d'orchestration choisi? Et Kubernetes, clairement, est au-dessus du lot, enfin, est surutilisé chez les top performers, et même chez les low performers, on voit que Kubernetes est là, il est hyper présent, et il est loin d'être, comment dire, détrôné. La part de Kubernetes me surprend assez énormément, c'est-à-dire que 80% ou presque des équipes les plus performantes utilisent Kubernetes ou Docker Swarm, donc sont vraiment sur du conteneur pur et dur et très peu de cloud. Je suis assez surpris là sur ce graphique là. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Bon, on parle d'entreprise américaine évidemment, hein, puisque là c'est une boîte américaine. Je pense que la plupart des réponses sont américaines. Bon, il y a pas mal d'autres sujets intéressants comme le temps de déploiement en fait, qui descend carrément à la minute. Mais je voudrais vous parler de culture parce que c'est quand même l'une des spécificités de ma chaîne et du travail que je fais, c'est de vous apporter un petit peu de culture DevOps et pas que de la tech, parce que pour moi la tech c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. Il y a d'autres sujets à aborder quand on parle de DevOps et quand on parle de cloud. Et là en fait, on est sur un état d'esprit. Finalement, les gens ont répondu à la question quel est finalement ce qui décrit le mieux les tâches DevOps dans votre organisation. Qu'est-ce qui décrit mieux finalement ce que vous considérez comme du DevOps si je le traduisais. Et donc il y a 44% des gens qui répondent you build it, you run it, bah vous le développez, vous l'exploitez. Ça veut dire alors ça veut pas dire que c'est pour moi ça veut pas dire que c'est les développeurs qui font des tâches DevOps. Ça veut dire que c'est l'équipe de développement qui fait les tâches d'infrastructure et les tâches d'opération. Et pour moi, c'est comme ça que je le traduis. J'espère que c'est pas vous êtes développeur, vous faites des tâches d'administration, mais que c'est bien l'équipe en elle-même qui s'occupe de tout. Et donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir tout faire. You build it, you run it. Donc quand vous concevez une équipe, ne mettez pas que des développeurs, mettez des ops au milieu, faites-les travailler ensemble et vous arriverez à avoir des résultats. Si vous faites pas ça, vous irez pas très très loin. Quelques développeurs peuvent faire des tâches administratives d'exploitation, des tâches de production, des tâches DevOps à 34%. Et à 21%, ils ont des ops ou des équipes spécialisées pour les tâches DevOps, les tâches de déploiement, j'imagine, ou autres. Les développeurs sont strictement séparés. Donc là, on n'est clairement pas dans du DevOps, puisqu'on a une séparation des rôles complète. Donc on voit quand même qu'il y a une vingtaine de pourcents qui restent comme ça. Ce graphique-là, je trouve aussi intéressant, c'est finalement l'évolution dans le chemin DevOps et notre vision produit. En bleu, on a des visions qui sont pas produits, donc ça veut dire que l'équipe, elle a pas une vision produit des choses. En rouge, elle a une vision produit, et par contre, en jaune, on a une vraie vision produit qui est partagée dans l'équipe. Et on voit que plus on évolue sur le chemin DevOps, plus on va vers la droite finalement, plus on va vers le chemin DevOps complet, et plus on a une équipe qui est orientée produit.
Donc, ce qui fait que rappeler qu'une équipe de développement, si elle n'a pas une vision produit, elle pourra pas en fait finalement délivrer de la valeur et aller vers le DevOps. C'est inhérent en fait. Si on le dit autrement, c'est si les développeurs se contentent d'avoir uniquement une vision du code et pas du produit, ne partagent pas la vision produit avec le métier ou le product owner par exemple, alors on ne pourra pas délivrer un produit de haute qualité et sans problème. Pour moi, ça c'est essentiel. Je vous laisse aller lire ce benchmark, finalement, ce livre blanc, qui est assez intéressant, finalement, pour avoir un état des lieux des entreprises, au moins aux États-Unis, qui ont répondu à ce livre blanc. Et on va passer tout de suite à l'état de l'art DevOps, qui est étudié par Dora. Alors Dora, c'est le DevOps Research and Assessment, donc c'est un organisme de recherche de Google qui fait des recherches sur le DevOps. Et finalement, depuis plusieurs années, ils ont interrogé plus de 32 000 professionnels, donc on peut dire que c'est un bon produit, enfin, leur document est un bon produit. Et il y a pas mal de choses. Donc l'article résume pas mal le rapport, donc je vais pas vous parler du rapport en lui-même, on va juste se focaliser sur l'article, mais allez télécharger le rapport pour le lire, c'est assez intéressant. Alors il nous parle des indicateurs de performance de livraison à travers 4 métriques. La fréquence de déploiement, le temps entre lequel le commit est fait et la fonctionnalité est livrée en production, le temps pour restaurer un service qui est impacté par un incident, ou le taux d'erreur. Donc ces 4 métriques sont assez intéressantes à suivre. Pareil, aussi, ils ont classé les équipes par Elite, High, Medium et Low. Ce qu'ils nous disent, c'est que les équipes d'élite, elles déploient 973 fois plus fréquemment que les équipes avec faible performance, qu'elles déploient 6570 fois plus rapidement, elles ont 3 fois moins d'erreurs, et surtout, elles réparent plus de 6000 fois plus rapidement les incidents. Ce qui fait que on le voit bien, hein, les équipes qui ont intégré la plupart des préceptes DevOps ont des performances qui vont au-delà de ce qu'on peut attendre en fait. On est clairement, la différence elle est énorme. Ce rapport il pointe aussi du doigt le fait que le Covid finalement il a moins impacté les équipes qui étaient qui étaient pleinement DevOps on va dire, ou les entreprises qui étaient pleinement DevOps, puisque elles ont bien mieux supporté la crise que les autres. Et on voit que finalement l'évolution entre 2018 et 2021 entre les équipes, on voit clairement que les équipes progressent toutes de manière importante. On voit qu'en 2018, il y avait 7% d'élite et 48% de high chez Dora. Hein. En 2019, 20% d'élite et 23% de high, et aujourd'hui c'est 26% d'élite et 40% de high. Ce qui fait qu'on voit clairement les équipes monter petit à petit et aller vers le DevOps et intégrer finalement les principes DevOps, le mouvement DevOps clairement. J'aimerais bien voir les chiffres en France ou en Europe. Je sais pas si on a des études comme ça en France ou en Europe, et si vous savez si on en a, dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse, puisque je fais beaucoup de recherches et de veille là-dessus, pour justement alimenter mes formations et mes cours sur le DevOps. Bon, évidemment c'est Google, hein, donc c'est Google qui présente le SRE. Pour eux, le SRE et le DevOps sont complémentaires, sont des philosophies complémentaires, ça c'est évident, mais ce qui est important de rappeler, ça fait écho au premier du coup, c'est que l'adoption cloud finalement, ça améliore les performances et ça améliore le chemin vers lequel on doit aller vers le DevOps. Donc ces deux rapports finalement sont hyper complémentaires. Je les trouve très très bien tous les deux. Donc c'est pour ça que je voulais les concentrer sur la vidéo. Puis ça tombe bien parce qu'ils sont sortis tous récemment. Donc allez lire ces rapports. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous-même vous avez intégré les préceptes DevOps? Où est-ce que vous en êtes dans votre démarche DevOps? Qu'est-ce que vous pensez finalement de ces rapports? Est-ce que vous pensez que c'est du bullshit? Est-ce que c'est intéressant d'avoir une vision finalement de l'état de l'art du DevOps aux États-Unis, encore plus en Europe? Discutons-en en commentaire.
Ça m'intéresse de le savoir, et puis surtout, on pourra en discuter, et peut-être même que si vous vous intéressez au DevOps, si vous ne le savez pas, moi j'anime une communauté qui s'appelle les Compagnons du DevOps, vous pouvez vous inscrire, le lien est en commentaire ou en description si vous êtes sur YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.